Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à notre webinaire avec aujourd'hui notre docteur Bravo qui nous vient de l'Université Sherbrooke. Et donc, merci d'être ici pour le webinaire de l'Association canadienne en gérontologie. Et juste un peu de housekeeping avant qu'on commence. Donc, tout le monde va avoir rentré dans la session du webinaire avec leur microphone sur mute. Et aussi, vous n'avez pas accès à votre vidéo. Donc, si vous avez des questions, vous avez qu'à utiliser le chat. Et moi, mon nom c'est Ariane, donc je suis la présidente de l'Association canadienne en gérontologie de la partie de la connexion étudiante. Donc, je suis ici pour modérer la session avec Dr. Bravo et je vais aussi modérer le chat. Donc, si vous avez des questions, vous avez qu'à utiliser le clavardage et on va en parler un peu plus à la fin de la session. Donc, juste un peu sur notre invité aujourd'hui, Dr. Gina Bravo est professeure titulaire au département des sciences de la santé communautaire des sciences de l'Université de Sherbrooke et chercheur depuis plus de 30 ans au Centre de recherche sur le vieillissement de CIUSSS de l'Estrie CHUS. Ses travaux actuels portent sur l'aide médicale à mourir et sur la qualité des soins que reçoivent en fin de vie les personnes qui décèdent en contexte de démence. Et donc, je vais vous passer la parole, Dr. Bravo. Merci beaucoup, Ariane. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, comme vous le voyez sur ma première diapo, ce dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est des commentaires que des gens ont laissés, des participants à des enquêtes que j'ai faites sur l'aide médicale à mourir, principalement sur son extension aux personnes qui seraient en situation d'inaptitude. Alors, ma présentation va suivre un plan habituel. Je vais vous décrire très brièvement ce qui m'a motivé à faire cette étude-là, les objectifs que je poursuivais, comment j'ai fonctionné. La majeure partie de la présentation va porter sur les résultats, suivi d'une brève discussion-conclusion. Et j'espère qu'à la fin, on aura quelques minutes pour échanger, pour que vous me donniez votre propre lecture, peut-être, des commentaires que je vous aurai présentés. Alors, en termes de contexte, ben, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, qu'il y a des discussions en cours depuis plusieurs années entourant l'extension possible de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. On en parlait encore ce matin dans les journaux suite à l'adoption du projet de loi C7. Au cours des dernières années, pour un peu alimenter la réflexion autour de cette question très délicate, j'ai fait un certain nombre d'enquêtes, entre autres sur 4 groupes, et vous les voyez ici sur la diapositive, donc je m'excuse qu'elle est en anglais. Donc, des personnes âgées, des proches aidants de personnes qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif, des infirmières et des médecins. Et on les a questionnés sur leur position par rapport à l'extension de l'aide médicale à mourir. Vous voyez qu'on les a questionnés sur 2 stades. Je ne sais pas si vous voyez ou non ma petite flèche. Donc, le stade avancé, le stade terminal, je vais les définir un petit peu plus loin. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en général, les gens étaient relativement favorables dans tous les groupes, en particulier les personnes âgées et les proches aidants, mais même parmi les médecins, donc les professionnels de la santé, beaucoup plus à l'aise au stade terminal qu'au stade avancé, mais généralement relativement favorables. Donc, ces résultats ont été, ce que j'appelle plus quantitatifs, ont été publiés déjà, et ce n'est pas spécifiquement de ça dont je vais parler aujourd'hui. En fait, à la fin de mes questionnaires, la dernière page, c'est, vous la voyez ici, c'est peut-être un petit peu petit, mais essentiellement, ça dit aux gens, si vous avez envie de nous laisser un commentaire, ben voici l'espace pour le faire. On va le lire attentivement. Et quand j'écris mes articles plus quantitatifs, je passe toujours tous ces commentaires en revue. Je les lis attentivement, un à la suite de l'autre. Et ce qui m'a frappé cette fois-ci, c'est la quantité de commentaires. Donc, le nombre de personnes qui ont choisi de laisser un commentaire, la richesse de plusieurs de ces commentaires. Une impression aussi que ce que les gens avaient à dire différait d'un groupe à l'autre. Ils ne parlaient pas de la même chose. Et aussi une reconnaissance que cette dichotomie pour ou contre l'extension, il y a quelque chose d'un peu réducteur dans tout ça. Évidemment, je ne critique pas cette approche-là, puisque c'est ce que je fais moi-même, mais j'avais l'impression que cette fois-ci, avec les commentaires, il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin pour aller cerner un peu les différents facteurs qui influencent la position des gens. Alors, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, mon objectif, essentiellement, c'était de décrire et de comparer entre les groupes les commentaires que les gens ont laissés à la fin de mon questionnaire sur l'extension possible de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes.
Et c'est une étude qui est subventionnée par la Société Alzheimer du Canada. Alors, quelques mots sur la méthodologie. Donc, c'est une enquête par questionnaire, postal ou électronique. Vous voyez les 4 groupes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, des aînés, ce sont tous des échantillons aléatoires. Donc, dans le cas des aînés, l'échantillon nous a été donné par la RAMQ. Dans le cas des proches aidants, nous sommes passés par les sociétés Alzheimer distribuées à la grandeur du Québec. Et dans le cas des infirmières et des médecins, c'était leur association professionnelle qui nous ont donné une liste aléatoire de membres. Vous voyez ici la première page de mon questionnaire, donc une section sur le consentement, donc pour les gens soient informés, demandé par les comités d'éthique de la recherche. Un deuxième bloc ici dans le bas qui décrivait à qui s'adressait notre enquête. Donc, j'ai pris celui sur les infirmières, mais c'était toujours présenté de la même façon. Donc, voici les gens à qui est destiné le commentaire, le questionnaire. Si vous répondez à ce critère, merci de remplir le questionnaire. Sinon, simplement nous le retourner. Sur la deuxième page, on rappelait les critères d'admissibilité pour être sûr que tout le monde les ait bien en tête. Vous voyez le critère de fin de vie ici, évidemment qui ne s'applique plus maintenant, mais qui s'appliquait à l'époque. Le questionnaire avait essentiellement 3 sections. La première section mesurait les attitudes, donc face à l'extension possible de l'aide médicale à mourir par le biais de vignettes, une approche assez classique. Je vais vous en glisser un mot tout à l'heure sur les vignettes, mais encore une fois, ce n'est pas le propos que je vais tenir principalement aujourd'hui. Une deuxième section sur les valeurs, les croyances, donc des facteurs possiblement associés à la position des gens. Et à la fin, la section habituelle sur les renseignements sociodémographiques et pour les infirmières et les médecins, des questions sur leur environnement, leur pratique, si vous voulez. Alors, quelques mots sur la vignette, bien que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je trouvais important de vous la présenter parce que nécessairement, je pense que c'est quelque chose qui a pu teinter les commentaires que les gens ont laissés à la fin. Alors, vous voyez, brièvement, on parlait d'une dame qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui avait rédigé une demande d'aide médicale à mourir avant de perdre la capacité à prendre des décisions. Évidemment, c'était clair que c'est pas une demande que l'on pourrait honorer à ce moment-là, ni même aujourd'hui. Et pour qui l'aide médicale était considérée à 2 stades le long de sa maladie. Donc, c'est ce qui illustre la flèche qui est ici. La personne a son diagnostic. Si on n'intervient pas, la personne va décéder à un moment donné. Après un certain temps, la personne perd son aptitude à prendre des décisions. Et là, vous avez les 2 stades dont j'ai parlé tout à l'heure. Le stade avancé, où on disait, bon, maintenant, la personne n'est plus capable de prendre des décisions, mais elle pourrait vivre encore pendant des années. Et le stade terminal, où on situait la personne en fin de vie. Je crois qu'on disait qu'il lui restait quelques semaines à vivre selon l'équipe soignante. Donc, inapte et plus près de la fin. À ce moment-là, on questionnait aussi sur la sédation palliative continue. La sédation palliative n'était pas l'objet de notre étude, mais on trouvait important que les gens soient conscients qu'il existe d'autres façons de soulager la douleur en fin de vie aussi. Alors, au niveau des analyses, je les ai qualifiées de mixtes, donc une partie quantitative, une partie qualitative. La première question que je me suis posée, peut-être parce que je suis quantitative de nature, est-ce que les répondants qui ont choisi de laisser des commentaires ont des traits particuliers comparativement à ceux qui ont choisi de ne pas laisser de commentaires? Ensuite, la grosse partie, évidemment, c'est la partie qualitative, l'analyse des commentaires, le découpage en petits morceaux de ces commentaires. Une approche principalement inductive, bien qu'on s'attendait d'y retrouver les thèmes habituels, autodétermination, pente glissante, la nature, le caractère sacré de la vie, ce genre de thématiques. Il y a eu un contre-codage de 10% des commentaires au début du processus pour se réaligner, puis ensuite, j'ai poursuivi la démarche. Et à la fin, un autre volet un petit peu quantitatif, où j'ai simplement fait le décompte des propos par rubrique, justement, pour confirmer ou infirmer cette impression que j'avais eue à la lecture, que ce que les gens disaient n'était pas la même chose dans tous les groupes. Alors, je vous illustre ici le codage à l'aide de quelques commentaires ou quelques morceaux de commentaires qui ont été laissés. Vous voyez qu'on le découpe en petits morceaux. Donc, puis ici, vous avez le numéro de code. La lettre vous indique le groupe. Donc, M, c'est pour le médecin, P, c'est un proche, I, c'est l'infirmière et A, c'est pour les aînés. Alors, par exemple, un médecin disait
Les proches demandent parfois à ce que l'on accélère le processus de la mort lorsqu'elle est imminente, afin de les accommoder, sous-entendu eux-mêmes, plus que pour soulager le patient. Donc, on a interprété ça comme une crainte, en fait, le risque d'abus de la part des proches. Un autre exemple ici à gauche, il faut réfléchir à chaque question. Donc, vous allez voir que j'ai un thème qui suscite la réflexion. Je suis pour la vie, il y a toujours moyen de soulager. Donc, ici, on fait référence à des alternatives à l'aide médicale à mourir. Je suis contre l'aide médicale à mourir. Donc, une personne qui exprime sa position ou qui réaffirme sa position, puisqu'elle l'a fait à travers les vignettes, et qui semble défavorable sur la base du commentaire qu'elle a laissé. Un dernier exemple, je travaille en CHSLD depuis plus de 24 ans, donc elle parle de son expérience professionnelle, en incluant les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et autres démences à la loi concernant les soins de fin de vie. Ça permettrait de mieux encadrer, donc on voit que la personne est plutôt favorable parce qu'elle y voit des avantages, permettrait d'établir des protocoles qui répondraient mieux à soulager. Il serait aussi protégé contre l'acharnement thérapeutique que l'on rencontre souvent dans notre milieu. Il est important que tous aient accès, selon sa volonté, le respect des volontés était un des thèmes, à mourir paisiblement et dignement. La dignité aussi était un des thèmes qui est revenu souvent. Alors, c'est comme ça que nous avons procédé. Alors, au niveau des résultats, en termes de participation, donc vous voyez que nous avons envoyé un peu plus de 2000 questionnaires à des personnes choisies aléatoirement. À peu près une personne sur deux a retourné le questionnaire, c'est quand même un bon taux de participation. Et de ces personnes, 420 ont laissé des commentaires. Et donc, ces 420 commentaires font l'objet de ma présentation et des analyses qualitatives que l'on a faites. Alors, la première question que je me suis posée, donc, est-ce que ceux qui ont choisi de laisser un commentaire diffèrent de ceux qui n'en ont pas laissé? Alors, vous voyez ici que pour 3 de mes groupes, les proches aidants, les infirmières et les médecins, il n'y a aucune différence. Donc, dans les 25 ou 35, ça dépend du groupe, variable que l'on a mesuré à travers le questionnaire, on ne voit pas de différence entre ceux qui ont choisi de laisser un commentaire ou non. Au niveau des aînés, on en voit quelques-unes. Il y a plus de femmes qui ont choisi de laisser un commentaire, des gens plus scolarisés, des gens qui étaient en meilleure situation financière et des gens qui avaient plus d'expérience d'accompagnement d'un proche en fin de vie. Donc, ces gens-là ont davantage senti le besoin de laisser un commentaire. L'autre variable que je trouvais importante de regarder, c'était la position, en fait, du répondant. Donc, j'ai ici la proportion de personnes qui se disaient favorables à l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. Donc, vous avez encore mes 4 groupes et vous vous rappellerez que je les sondais à 2 stades différents le long de la maladie, donc le stade avancé, le stade terminal. Et ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de différence par rapport à la position des gens entre ceux qui ont décidé de laisser un commentaire et ceux qui ont choisi de ne pas le faire. Vous voyez ici que chez les médecins au stade avancé, on est un petit peu à la limite statistiquement parlant, mais globalement, dans certains groupes, il y a plus de gens qui ont laissé un commentaire et dans d'autres groupes ou à d'autres stades, c'est l'inverse qu'on observe. Donc, pas de tendance particulière par rapport à ça. Ce qui, en fait, était une bonne chose pour moi, je trouve. Ça fait des propos qui sont un peu plus pondérés. Puis, je vous rappelle que dans mon enquête, la majorité des gens sont favorables. Mais ceux qui ont laissé un commentaire ou pas ne se distinguent pas. Alors, de quoi nous ont parlé les gens? Donc, ça, c'est les grandes rubriques dont je vais vous parler pendant les diapos qui vont suivre. Donc, les gens ont parlé d'eux-mêmes, ont parlé de notre enquête, des personnes visées par l'extension, donc les personnes avec un trouble neurocognitif majeur, les proches, leurs proches qui en prennent soin, le système de santé, d'où ils obtiennent ces soins ou non, dans certains cas, les lois ou la loi entourant l'aide médicale à mourir et des commentaires plus généraux sur la société. Il y a une 8e rubrique dont je ne parlerai pas davantage aujourd'hui parce que ça ne vaut pas la peine. Donc, dans lequel j'ai mis des propos qui n'étaient pas pertinents. Par exemple, quelqu'un disait « Désolé pour avoir retourné le questionnaire en retard » ou des gens qui donnaient un complément d'information à une question qu'on avait dans le questionnaire. Par exemple, une infirmière dont le travail était très compliqué en termes de où elle travaille, ses heures de travail, etc. Donc, qui donnait plus d'informations à ce sujet-là. Donc, je ne parlerai pas davantage. Et du divers, il n'y en a pas plus dans un groupe que dans l'autre. Je le souligne au passage.
En termes quantitatifs, vous voyez que c'est d'eux-mêmes que les gens ont principalement parlé et des personnes visées par l'enquête. À peu près également, ils ont parlé de notre enquête et des lois, de la loi surtout de l'extension, avec des petites proportions de personnes qui ont eu des propos dans les autres catégories. Alors, les prochaines diapos vont toutes avoir la même forme. Je vais passer une rubrique à la fois. Et là, vous voyez ici la façon dont la rubrique a été subdivisée en différents thèmes. Dans certains cas, il y aura même des sous-thèmes. Et je vais vous illustrer par un certain nombre de commentaires les propos que les gens ont faits et qui m'ont amené à classer le propos dans telle catégorie. Alors, si vous voyez le répondant de quoi il nous a parlé, ses expériences personnelles, l'expérience professionnelle. Professionnelle, c'est pas juste les infirmières et les médecins. Les proches aidants pouvaient être travaillés dans le réseau de la santé aussi. Leurs valeurs et beaucoup leur position face à l'extension qui va revenir aussi un petit peu plus loin. Alors, je vous illustre certaines de ces thématiques. Donc, au niveau des expériences personnelles, et j'essaie de choisir des propos qui parfois étaient positifs, parfois étaient négatifs. Alors ici, j'en ai un que moi, j'ai interprété comme étant positif. Donc, la personne dit c'est un proche, comme vous le voyez par le petit code. Elle est décédée en présence de mon père qui lui disait des mots doux à l'oreille. Moi et ma sœur, nous étions là. Malgré le stade avancé, elle reconnaissait la voix de mon père car elle s'approchait de lui dans le lit après 62 ans de mariage. Donc, quand je lis ça, je perçois un souvenir qui n'est pas négatif, mais bien que la personne, évidemment, a quitté à ce moment-là. Si vous comparez ça avec le commentaire suivant, donc une infirmière aussi, mais qui parle d'une expérience personnelle. Ma grand-mère est morte en s'étouffant pendant qu'un préposé au bénéficiaire lui faisait manger de la purée. Elle ne pouvait plus dire de mots, elle babillait, avait une couche, passait sa journée en position fétale dans un lit. Je ne souhaite cela à personne. Donc, une expérience positive, une expérience personnelle que moi, je ne trouve pas positive. Au niveau des valeurs et croyances, beaucoup axées sur la religion. Un exemple ici d'une infirmière, la vie est un don gratuit de Dieu. Il m'est vraiment inconcevable d'aider quelqu'un ou accepter qu'un médecin aide à mettre fin à la vie d'un patient. Cela ne fait pas partie de mes chaînes de valeurs. Je crois qu'en dépit de tout, la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, la personne annonce sa position et un des facteurs qui l'influence. Position face à l'extension, j'ai pris ici quelqu'un qui était contre, je pense, c'est un médecin. Je crois que l'aide médicale à mourir est loin d'être la solution, surtout pour les patients atteints avec démence. C'est la solution facile, on se débarrasse du problème au lieu d'améliorer les soins pour ces patients. Donc, quand même un constat, un problème de qualité de soins, mais on n'a pas la bonne solution à ce problème. Deuxième rubrique, l'enquête et notre questionnaire. Donc, vous voyez les thèmes qui ont été classés dans cette rubrique, l'importance de notre enquête aux yeux des répondants, évidemment, et des remerciements qu'ils nous ont adressés pour leur avoir envoyé le questionnaire, la réflexion que le questionnaire a suscité chez eux, la difficulté à répondre, surtout au niveau des vignettes, donc beaucoup de déchirements, et les limites d'une enquête comme la nôtre. Donc, je vais vous parler de tout ça, vous donner des exemples. Alors, l'importance et les remerciements. Merci de consulter les personnes visées par cette maladie, de nous donner une voix pour s'exprimer. Donc, un proche qui apprécie le fait d'avoir reçu le questionnaire. Un autre, je vous remercie beaucoup de faire cette précieuse démarche pour toutes les personnes vulnérables et qui ne peuvent s'exprimer. Donc, le premier dit merci pour les proches aidants, tandis que le second dit merci pour les personnes qui sont atteintes et qui ne peuvent plus elles-mêmes s'exprimer. Au niveau d'un exemple de suscite la réflexion, je vous en ai donné un exemple tout à l'heure dans le découpage. Ici, vous avez un médecin qui s'exprime. À vrai dire, la loi actuelle apaisait ma conscience puisque je n'avais pas à me poser de questions. L'ensemble de mes patients étaient inaptes ou presque. Donc, la loi ne les visait pas puisqu'ils ne sont pas admissibles. Votre étude, vos questions m'ont bêtement aidé à réfléchir. Ces questions sont drôlement bien choisies et collent à notre réalité de clinicien en gériatrie. Elles nous forcent à nous questionner sur nos valeurs et l'origine de leur fondement. Et on a beaucoup cette impression à travers les commentaires que les gens ont fait. Difficulté de répondre, donc encore une fois, surtout la première partie sur les vignettes.
Quand les questions touchent la fin de vie, dans mon cas, ma mère, donc c'est un proche qui parle, ça me donne l'impression que c'est un peu moi qui lui enlève la vie. Donc, comme s'il s'exprimait favorablement, il laissait en fait partir sa mère, dans ce cas-là, avec l'aide médicale à mourir si c'était possible. Un autre proche, j'ai été profondément troublée à la lecture de votre questionnaire, beaucoup de tristesse. Je suis déchirée entre la raison et la culpabilité judéo-chrétienne. Donc, pas toujours facile à répondre. Un certain déchirement par rapport aux différentes valeurs d'une même personne. Les limites de notre enquête, il y en a bien sûr, puis on les reconnaît. D'une part, la nature transversale, c'est les opinions que les gens ont aujourd'hui pour avoir d'autres opinions demain. Le premier commentaire est lié à la vignette, en fait. On peut peut-être avoir un sentiment différent quand c'est un de nos proches. Donc, les vignettes qu'on utilise, faut intervenir une personne qui est fictive, qui n'est pas un proche ou qui n'est pas la personne elle-même, mais c'est peut-être plus facile à ce moment-là d'être favorable que si c'était, on nous demandait est-ce que vous seriez d'accord pour vous-même ou pour votre proche. Un autre exemple, ça c'est sur la nature transversale. Mon idée quant à l'aide médicale à mourir évolue au courant de mes réflexions. Présentement, je suis ni pour ou contre. Donc, un médecin qui s'exprime à ce niveau-là. Au niveau des personnes visées, donc les gens atteints de démence ou d'un trouble neurocognitif, ils ont parlé de quoi? De leur qualité de vie, de leur souffrance, de la dignité qu'ils perdent avec la maladie ou que d'autres maintiennent. L'importance du respect des volontés de ces personnes-là et quelques commentaires, la peur d'être un fardeau qui est souvent exprimé et qui pour les gens était souvent un motif, mais un mauvais motif. Je trouvais qu'on ne devrait pas motiver notre demande d'aide médicale à mourir à cause de cette peur d'être un fardeau pour son entourage. Alors, je vous ai lu quelques propos, encore une fois, parfois des positifs, parfois des négatifs. Au niveau de la qualité de vie, ici, plutôt négatif. Donc, j'ai extrait tous les qualificatifs que les gens ont utilisés pour parler de la qualité de vie de la personne. Cette infâme maladie, cette terrible maladie, une maladie dégradante pour la personne atteinte, une forme de déchéance, maudite maladie, très québécois. Cette maladie est cruelle. Donc, tous ces qualificatifs ne sont pas très positifs. Un autre exemple d'une infirmière ici, quelle qualité de vie quand on ne reconnaît plus ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment et ceux qui prennent soin de nous. Il y en a quand même des positifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait. En voici deux exemples. Toujours à chaque jour, j'ai vu une petite étincelle dans ses yeux, quelques secondes, mais je suis certaine que malgré tout, à ce moment-là, il était heureux. Donc, c'est encore possible d'être heureux dans cet état. Un autre commentaire d'une infirmière, je trouve que les patients avec démence sont heureux. C'est la famille qui trouve ça beau. Au niveau de la souffrance surtout au début de la maladie, quand les gens sont encore conscients de leur état et peuvent entrevoir ce qui les attend. Un exemple ici d'un proche, la détresse de la personne en stade débutant ou moyen est en fait bien plus grande parfois qu'en stade avancé. Parce qu'au stade moyen, elle peut avoir conscience d'être atteinte de la maladie. Ça, c'est une grande souffrance. C'est intéressant parce que le débat de l'aide médicale à mourir, si on l'étend aux personnes inaptes et qu'on maintient le critère de souffrance, ça renvoie à comment on va définir la souffrance. Un autre commentaire, cette fois d'un médecin. Je fus très soulagée de voir qu'en 2016, donc au moment où la loi est entrée en vigueur, on pouvait enfin offrir ce soin. Pourquoi un patient dément qui l'aurait au préalable bien formulé n'aurait pas droit à ce soin? Souffrir d'une démence terminale serait donc plus acceptable que de souffrir d'un cancer. Donc, l'analogie, parce que actuellement, dans tous les pays où c'est permis, l'aide médicale à mourir, c'est beaucoup les gens atteints de cancer qui l'utilisent. Respect des volontés, donc une valeur forte. Le motif principal pour les gens qui sont favorables. Un exemple ici, le droit de mourir n'appartient qu'à soi. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Donc, encore une fois, se renvoie à la religion et l'emprise que ça a eu dans notre société. Un exemple différent. Donc, oui, respecter les volontés, mais pas toujours. Plutôt favorable à préserver, donc, sous-entendu, la vie de la personne, si la qualité de vie de la personne demeure acceptable, malgré le souhait exprimant l'inverse concernant les personnes inaptes. Donc, bien que la personne a pu écrire dans sa directive qu'elle voulait partir, si la qualité de vie est bonne, cette infirmière n'était pas tout à fait à l'aise avec ça.
Troisième rubrique, les proches, que j'ai séparé les propos en deux grandes catégories, une clairement dominante, l'impact de l'approche aidance, l'impact, encore une fois, plus souvent négatif que positif, mais il y a aussi là, des commentaires positifs, et la difficulté à prendre la décision pour les proches, quand ça concerne le membre de leur famille, et notamment si c'était une décision entourant l'aide médicale à mourir. Donc, d'abord, des exemples pour l'impact. Trouver des moyens d'aider les gens souffrant de la maladie d'Alzheimer d'avoir une meilleure fin de vie est une bonne chose, mais qui s'occupe des proches aidants? Donc, un certain appel à l'aide de la part de ce proche, ou de lui-même proche. Un médecin qui dit la souffrance est pour les proches, mais cette souffrance, malheureusement, n'est pas le sujet de l'aide médicale à mourir. Donc, probablement un témoin fréquent de cette souffrance. Au niveau des difficultés à prendre des décisions, si j'étais la personne responsable d'elle, j'aurais le cas de conscience de décider si elle a droit à la vie ou à la mort. Qui suis-je pour décider de qui mérite de vivre, de mourir? Quel dilemme? Donc, on peut être favorable à la loi, mais quand il viendra le temps de décider, qui va décider, ça va être difficile. Au niveau du système de santé, deux grandes catégories à peu près représentées également, les soignants, donc ceux qui donnent les soins eux-mêmes, franchement très négatifs. Alors, des exemples de soignants, c'est une médecin qui parle ici. Quand je serai très vieille, j'aimerais mieux qu'on m'aide médicalement à mourir que de me laisser souffrir, évidemment. Mais j'espère que d'ici là, le Québec aura amélioré les connaissances des soignants et les moyens pour offrir le soulagement maximum à tous ceux qui en ont besoin. Donc, bien, c'est un médecin, donc un professionnel de la santé, comme une reconnaissance qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup d'améliorations. Un proche ici qui s'exprime au sujet d'une expérience négative. Lors de séjours à l'hôpital suite à des chutes, j'ai constaté que des généralistes ne voulaient pas donner d'antibiotiques pour infection pulmonaire ou autre. Constat, trop vite sur la gâchette de la part des jeunes généralistes de 30 ans. Je sentais le besoin d'accélérer la mort de la part de médecins. Donc, une expérience qui, pour lui, n'est pas positive. Au niveau des soins, là aussi, plutôt négatif. J'ai vraiment peur de me ramasser dans une maison de personnes âgées. Je trouve qu'ils sont vraiment maltraités. J'ai laissé les fautes de français. Mangent mal, mauvaise hygiène. On leur parle toujours comme des personnes sans valeur. J'ai vraiment peur de me rendre là. Donc, la position qu'une personne peut avoir peut être très influencée par l'image qu'elle a de ce qui l'attend ou ce qui l'attendrait si elle était atteinte. Là, ici, c'est un aîné. Un autre exemple, en plus d'avoir un mari avec démence cognitive frontale à 60 ans, je travaille en CHSLD et c'est devenu minable comme soin. Je trouve quand même assez triste de lire des commentaires comme ça, bien que l'expérience de la COVID a confirmé que c'était le cas dans plusieurs milieux. Mais c'est tellement dit de façon crue que ça surprend. Le cadre législatif, deux grands thèmes. La loi actuelle, on en a parlé un peu, pas beaucoup, surtout de l'extension. Et dans le cas de l'extension, il y avait tellement de choses à dire que c'est le seul thème pour lequel j'ai créé des sous-thèmes que vous voyez ici. Donc, des alternatives à l'aide médicale à mourir. On peut s'en passer parce qu'on peut faire autre chose. Les craintes, si jamais la loi passait. L'expression des volontés, donc tout ce qui touche les directives anticipées. Quelques mots sur les difficultés d'application d'une loi éventuelle et les conditions d'accès, les mesures de sauvegarde, ce que les gens trouvaient important de s'assurer s'il y avait une loi autour de ça. Alors, au niveau de la loi actuelle, je vous donne deux exemples. Donc, quelqu'un qui est même pas pour la loi actuelle. Je ne considère pas une injection létale comme un soin. Donc, vous vous souviendrez peut-être de cette discussion quand le gouvernement du Québec avait choisi d'appeler l'aide médicale un soin. Ça incommodait beaucoup de personnes. Ce n'est pas un geste humanitaire que dans le but de soulager une souffrance, on élimine une personne. Un aîné, des propos très différents, trop longs, trop compliqués les démarches, on a le temps de mourir avant. Alors, au sujet pour l'extension, il y en avait tellement, je les illustre un petit peu différemment sous la forme d'un tableau. Donc, les alternatives à l'aide médicale à mourir, bien, vous en voyez ici la mort naturelle, donc c'est la maladie progressive. De bons soins palliatifs, bien sûr, qui ont été beaucoup mentionnés. Le respect des niveaux de soins, par exemple, si on pouvait juste s'entendre sur un niveau de soins acceptable lorsque les gens ont une maladie chronique grave,
nous aurions beaucoup moins de demandes farfelues en fin de vie. Donc, on éviterait de devoir recourir à l'aide médicale à mourir. Même le suicide, donc ici, vous avez un proche qui a dit « Mes choix sont faits. Si je ne peux avoir l'aide à mourir, il ne me restera que le suicide si la maladie s'installerait ou s'installait. » Au niveau des craintes, les classiques, donc l'abus des proches, j'en ai donné un exemple tout à l'heure. Si une personne souffrante demande l'aide à mourir, que sa volonté soit faite, donc le respect des volontés. Si c'est les proches pour l'héritage, je suis contre. Souvent, les aînés s'exprimaient de façon un petit peu humoristique. La dévalorisation de la vie des personnes atteintes. La pente glissante, donc je n'ai pas mis des extraits, mais j'en ai dans chacune des catégories. Donc, un exemple de la pente glissante, il est déjà démontré que l'encadrement, aussi bien pensé soit-il, n'empêche pas les dérapages. D'ailleurs, la porte ne commence-t-elle pas à s'ouvrir ici, parlant des personnes inaptes, à quand les enfants comme en Belgique ou les vieux dont on veut se débarrasser. D'autres craintes, on entend souvent donc que la personne ait changé d'idée depuis qu'elle aura signé cette directive, qu'on découvre un nouveau médicament qui n'existait pas 10 ans auparavant. La démence heureuse, donc un exemple d'un médecin, je les appelle les déments heureux, il y en a. Et l'impact négatif sur les soins palliatifs. Dans le sous-thème directive anticipée, beaucoup de gens ont parlé de l'importance de les rédiger plus généralement, pas nécessairement liées spécifiquement à l'aide médicale à mourir, donc pour informer les proches, pour faciliter leur prise de décision. Beaucoup, cependant, ont parlé aussi des limites. Et ici, j'ai mis un extrait qui est un petit peu plus long, mais que je trouve qui est tellement clair dans la façon dont la personne, un proche, dans ce cas ici, s'est exprimée. La question des volontés écrites au préalable est difficile parce que la personne qui les a écrites n'est déjà plus vraiment de ce monde quand elle ne reconnaît plus ses proches. Donc, cette expression-là vient du fait que dans notre vignette, on disait que la dame avait demandé l'aide médicale à mourir quand elle ne reconnaîtrait plus ses proches. Oui, c'est encore techniquement la même personne, mais le cerveau est tellement changé que c'est presque rendu une autre personne. Si cette personne est confortable, donc un peu le même propos qu'une infirmière tout à l'heure, est-ce que les volontés exprimées par une autre personne, donc les guillemets sont de la personne, donc du proche, la personne apte, ayant eu peur de la démence future, alors hypothétique, peuvent vraiment s'appliquer à la personne qui existe maintenant. Donc, en quelques mots, à capter tout le débat des philosophes entourant le soi futur, le soi présent, les intérêts critiques, l'exercice contemporain de la personne. Difficulté d'application, qui va décider? On a vu des gens qui ont dit à quel point ça leur fait peur de penser qu'ils pourraient avoir à prendre cette décision-là. Et quand? Donc, quand on va juger, ben voilà, c'est le moment maintenant. Les commentaires sur les conditions d'accès, évidemment, les gens ne se sont pas exprimés de façon à ce qui pourrait être traduit dans une loi, mais c'est plutôt les idées qu'ils ont retenues. Donc, les gens disaient, ben, s'il y a de la souffrance, oui. S'il y a une faible qualité de vie, oui. Si la mort est imminente, donc évidemment, ce critère-là ne s'applique plus actuellement, mais bon, par exemple, un médecin au stade terminal chez un patient gravataire qui en a fait la demande alors qu'il était apte. Voyez-vous, toutes les conditions sont réunies dans la phrase. L'aide médicale à mourir m'apparaît adéquate. L'accord des soignants et des proches, donc viser un certain consensus plutôt que ce soit la seule décision de la personne basée sur sa directive, que l'équipe soignante soit d'accord et les proches aussi. Que la demande soit écrite par opposition à oral, j'en ai pas parlé, mais dans mes vignettes, j'avais toujours le volet demande orale seulement versus demande écrite. Alors, selon moi, ici c'est une infirmière qui s'exprime, selon moi, toute personne devrait être à même de décider elle-même lorsqu'il s'agit de sa propre vie ou mort éventuelle, donc respect des volontés. Cependant, il convient d'être absolument certain de ses désirs, donc les documents signés sont la meilleure preuve de ses volontés. Certaines personnes contesteraient ça, mais c'est l'opinion de la personne. Elle trouvait important que ça soit par écrit. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, si ça n'a pas été fait par écrit, ça pourrait être justifié quand même, dans certains cas. Dernière rubrique, je crois, la société. Alors, dans cette rubrique, j'ai classé différentes choses. Traitement qu'on réserve à nos animaux de compagnie, des valeurs et croyances, pas de la personne, mais de notre société. Des commentaires par rapport à la Suisse, où on peut aller chercher l'aide médicale à mourir, et des commentaires par rapport au gouvernement, le courage qu'il doit avoir, s'il veut aller dans cette direction-là, ou la sagesse qu'il a eu de ne pas aller dans cette direction, d'étendre l'aide médicale à mourir. Alors, quelques exemples, traitement des animaux. Comment se fait-il qu'on ne peut laisser souffrir un animal?
même être condamné pour manque de soins et qu'on doit laisser souffrir une personne humaine. Autre commentaire d'un aîné, des shoot horses don't they? Donc, peut-être que vous vous souvenez de ce film auquel fait référence la personne. Au niveau des valeurs croyances, beaucoup autour de la religion, je trouve que notre culture judéo-chrétienne nous handicape dans notre conception de la vie et de la mort. A-t-on assez réfléchi à ce qu'est la vie? Pourquoi avoir tellement peur de la mort? Je crois fermement que notre vie nous appartient et non à une société encore traumatisée par la religion. Genre de commentaire qui est quand même assez propre au Québec et à ce qui a été vécu là, dans les années 60. Ce que ces gens-là ont probablement vécu, là, puisque ce sont des aînés. La Suisse, personne ne devrait être obligé d'aller dans un autre pays pour obtenir le droit de mourir. Évidemment, ça ne s'applique pas tout à fait aux personnes inaptes, parce qu'à ma connaissance, en Suisse, il faut être apte. Donc, on ne peut pas vraiment aller dans cette direction, à moins d'y aller un peu avant de perdre la capacité à prendre des décisions. Alors voilà, j'ai fait le tour un petit peu de commentaires. Ça a été assez, je ne sais pas si je vous en ai trop mis, si vous êtes saturés, mais les choix étaient souvent déchirants parce qu'il y avait beaucoup de commentaires que je trouvais intéressants et parlants. Donc, cette figure renvoie simplement à la comparaison entre les groupes, les différentes rubriques. Donc, je voulais savoir, est-ce que les gens ont parlé également, les groupes ont parlé également. Vous avez ici les 7 rubriques d'origine. Et vous voyez que, bon, pas tout à fait de différence au niveau du répondant. Donc, un peu tout le monde, que ce soit un aîné, un proche, une infirmière en médecine, ont parlé d'eux-mêmes, donc de leur vécu, de leur valeur. Pas de différence au niveau des personnes visées. Donc, à peu près tout le monde a parlé des personnes atteintes de la maladie. Dans toutes les autres rubriques, vous avez des différences entre les groupes. Donc, par exemple, de l'enquête et de son questionnaire, ce sont surtout les aînés qui en ont parlé. Des proches, c'est surtout les proches, c'est pas vraiment surprenant. Système de santé, encore une fois, les proches qui en ont davantage parlé et ont peut-être plus de vécu. Au niveau des lois, surtout les médecins se sont exprimés là-dessus. Et enfin, la société, donc la Suisse, les valeurs de notre société, ce sont surtout les aidants qui en ont parlé. Alors, ça fait le tour de mes résultats, quelques éléments de discussion et j'espère, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. Première chose, je voulais juste vous rappeler que c'est une invitation non directive à laisser un commentaire. Donc, on n'a pas dit prenez l'espace qu'il y a ici pour nous dire pourquoi vous êtes pour ou pourquoi vous êtes contre. C'était seulement, vous avez envie de dire quelque chose, après être passé à travers le commentaire, et voici l'espace pour le faire. Donc, je pense que ce mode de collecte d'informations révèle un plus large éventail, en fait, des facteurs d'influence. Je pense que les gens nous ont parlé de choses qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion de le faire si on avait été plus directif en leur demandant pourquoi êtes-vous pour, pourquoi êtes-vous contre. L'un des facteurs d'influence, c'est clairement l'enquête elle-même, le fait d'avoir passé à travers le questionnaire. Il est clair que le questionnaire a suscité beaucoup de réflexions. J'ai vraiment l'impression que les gens ont fait ça très sérieusement. Donc, beaucoup de réflexions et beaucoup d'émotions, comme j'ai essayé de vous l'illustrer par quelques extraits. Dans les autres facteurs qui prédominaient, les valeurs, les croyances du répondant lui-même sont vécues. L'image négative des personnes atteintes de démence et des soins qu'elles reçoivent. Pour l'image négative, je vous en ai donné des exemples. L'évaluateur de mon article, je pense dans ma discussion, je disais, bon, il faudrait peut-être former les gens pour pas qu'il y ait une image aussi négative de la démence. Et là, l'évaluateur disait, ben là, c'est normal, il n'y a rien de positif là-dedans. Donc, il y avait comme pas moyen de changer cette image-là dans la mesure où elle reflétait la réalité. Donc, une personne qui était du même avis que les répondants qui ont exprimé une image négative. Enfin, le respect des volontés comme valeur centrale, c'est essentiellement ça qui motive les gens qui sont pour, d'après les commentaires que j'ai pu lire. Malgré, je vous rappelle le fait que la majorité de nos répondants étaient favorables, donc autant de favorables et de défavorables ont exprimé des commentaires, les gens ont exprimé beaucoup de craintes et des difficultés d'application, donc des craintes d'abus, de dévaloriser la vie des personnes atteintes, de la pente glissante, des freins aux soins palliatifs, des difficultés au niveau du quand, qui va prendre la décision, quand on va aller de l'avant, les limites des directives anticipées, qui serait le moyen vraisemblablement pour y avoir accès. Donc, la capacité limitée à se projeter dans l'avenir, plusieurs ont parlé de ça. La difficulté
par exemple pour l'équipe soignante et même pour les proches, de juger que voilà, les conditions qui étaient décrites dans le document, on est rendu là, elles sont présentes. Puis tout ce qui entoure le dilemme là, du soit futur, soit présent, la difficulté à se projeter, à qui on donne priorité, les intérêts ou à quoi les intérêts de la personne maintenant, comme elle est maintenant, ou ce qu'elle a écrit il y a une dizaine d'années et dont elle ne se souvient plus. C'est assez difficile de se comparer avec d'autres. Il n'y a pas d'études à ma connaissance similaires qui a été fait. Il y a des études récentes de Marie-Ève Boutillier en particulier, Isabelle Dumont, Jocelyn Maclure, qui ont été faites au Québec tout récemment, qui en fait ont interrogé, c'est des enquêtes qualitatives, donc une approche différente, qui ont interviewé des gens qui étaient contre ou qui avaient refusé de donner l'aide médicale à mourir, puis qui leur demandaient leur motif, en fait. Et vous voyez que dans le premier cas, ce dont ils ont parlé, du fardeau émotionnel, les répercussions psychologiques de poser un tel geste, la charge de travail administratif, sentiment d'incompétence à poser ce geste-là. Aucun de nos participants n'a parlé de ça, en particulier les médecins. Par contre, dans l'étude de Isabelle, on retrouve davantage des commentaires qui se rapprochent des nôtres. Donc, l'incompatibilité entre l'aide médicale à mourir et la finalité de la médecine, les soins palliatifs comme une alternative, toute l'histoire du soit présent, soit futur, la pente glissante, donc ce sont toutes des choses dont on a parlé. Pour avoir de l'information sur les motifs par rapport à l'extension, il faut aller aux Pays-Bas, puisque c'est le seul endroit actuellement où on peut l'obtenir. Et donc, il y a une étude qui est aussi récente, qui a été faite auprès de médecins qui avaient presque tous, je l'indique ici, sauf 2, signé une lettre ouverte dans les médias pour s'élever contre le fait que les personnes inaptes pouvaient avoir l'euthanasie, comme ça s'appelle là-bas. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est après le cas où une personne qui l'avait demandé, au moment de poser le geste, elle s'est débattue. Et ils ont dû la tenir pour lui administrer les médicaments et ça a fait réagir beaucoup la communauté médicale à l'époque. Donc, ces gens-là ont été interviewés principalement, ou ce sont plus ces gens-là qui ont voulu s'exprimer. Donc, défi de l'évaluation des critères d'admissibilité, même l'aptitude, apparemment, ce n'est pas toujours évident à évaluer. Les alternatives, encore une fois, l'aide médicale à mourir, l'image négative, la démence qui revient, les pressions exercées par les proches. Donc, c'est intéressant de constater que dans les 2 dernières études, pas dans celle de Marie-Ève, mais dans les 2 autres, les propos se retrouvent aussi dans nos commentaires, mais pas uniquement chez les médecins. Tous les groupes ont parlé de ça, parce que nous, on avait 4 groupes. Quelles sont les implications de tout ça? Bon, peut-être que vous en verrez d'autres que moi, et je pense que je termine là-dessus. Nécessité d'améliorer, je pense, on le dit souvent, le soutien aux proches, l'accès à des soins de qualité en fin de vie, la formation des intervenants, pour que ça ne soit pas ça, les motifs. En tout cas, moi, je trouve ça triste que le motif d'être pour, c'est parce qu'on manque de soutien ou parce qu'on trouve que les soins ne sont pas de bonne qualité. Il me semble qu'il faudrait faire de grands pas dans cette direction. Au niveau de la recherche, si jamais la loi s'ouvrait, il y a beaucoup de choses à faire ou beaucoup de choses à faire avant que la loi s'ouvre. Trouver comment accompagner les personnes qui voudraient rédiger une telle demande, idéalement dans un contexte plus large de planification préalable des soins plutôt que dans un petit formulaire imposé par le ministère qu'on ferait tout seul sur le coin de la table, donc pour être sûr que les gens sont bien informés. On peut faire des études sur la stabilité des préférences. Bon, beaucoup parlent de ça, utilisent comme argument que les volontés changent avec le temps, que les gens s'adaptent à leur maladie. Moi, je pense que la littérature montre déjà que c'est stable, en fait, et qu'en particulier, quand les gens refusent des traitements, ils maintiennent cette position-là. Mais bon. Tout ce qui touche l'implantation même des directives, comment ça se passerait, comment on les déclencherait, où on les regrouperait, qu'est-ce qu'on aurait comme contenu dans ces directives pour que ça soit applicable. Et je pense des débats, bon, philosophiques ou peut-être des enquêtes aussi, je ne sais pas, quelle importance on devrait accorder aux directives anticipées et à son contenu quand la personne qui est devant nous a l'air d'exprimer autre chose. Donc, encore une fois, ce dilemme entre les intérêts de la personne maintenant versus ce qu'elle a exprimé par le passé. Je pense que oui, c'est ma dernière, pardon. Je situe notre enquête dans le temps parce que ça peut teinter, en fait, les commentaires que les gens ont fait. Donc,
Rapidement, nous, on avait fait notre demande de fonds en novembre 2014. 6 mois plus tard, on avait été subventionné par la Société Alzheimer du Canada. 6 mois plus tard, à peu près, la loi est rentrée, la loi actuelle. Nous avons fait notre enquête donc de septembre 2016 à 2017, le temps de s'installer, de développer le questionnaire. Pendant ce temps, vous savez probablement que les deux groupes d'experts, fédéral et provincial, ont été créés pour assister les deux gouvernements, les deux paliers de gouvernement dans leurs réflexions. Ils ont déposé leur rapport après la fin de notre enquête, donc on ne peut pas dire que le contenu des rapports a influencé les propos. Vous savez peut-être que celui au Québec a été déposé, j'espère que je ne me trompe pas dans les dates, mais en décembre et qu'un peu avant, la décision dans l'affaire Truchon avait été prise. Et donc, le critère de fin de vie ne s'applique plus. Puis, en fait, le rapport du gouvernement du groupe d'experts québécois est vraiment situé dans le contexte où on est en fin de vie. Puis, en fait, on n'est peut-être plus là. Alors, ça nuit un petit peu à la conclusion, je pense. Et chaque fois que je donne une conférence, je dois étirer cette ligne vers la droite parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. J'ai préparé ma conférence en fin de semaine et bon, la date butoir pour le gouvernement par rapport au projet de loi C7, c'était le 26. Puis en fait, vous avez probablement vu passer que hier, le projet de loi, la loi est passée. En fait, donc quand j'ai écrit ma diapo, quand j'ai préparé ma diapo, je me disais, bon, est-ce qu'ils vont aller vers l'extension aux personnes inaptes? Est-ce qu'ils vont dire qu'il faut poursuivre la réflexion? Bon, comme vous le savez peut-être, hier, ils ont décidé de poursuivre la réflexion. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas où on va aller avec ça, mais il y a encore un peu de temps pour y contribuer. Alors, je termine en remerciant les différentes membres de mon équipe, les partenaires qui nous ont donné soit le financement, soit accès aux différents groupes et bien sûr tous les participants. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, j'espère que j'ai respecté mon temps. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, l'article qui donne plus de détails, donc au niveau de la méthode, beaucoup plus de commentaires aussi que ceux que j'ai pu présenter aujourd'hui. Donc, l'article devrait paraître sous peu, il devait paraître en mars, donc c'est peut-être une question de semaines avant qu'il soit disponible. Et j'ai choisi cette image-là, bien sûr, mes répondants ne sont pas tous des personnes âgées, mais je trouvais que ça, pour une présentation sur les commentaires, ça reflétait l'image que j'ai, que les gens ont réfléchi beaucoup avant de répondre. C'est mon impression. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr. Bravo. Quelle excellente présentation. C'est un sujet vraiment important et surtout avec tout ce qui se passe ces jours-ci dans la société, les maisons de longue durée, tout le débat avec COVID. Donc, merci beaucoup de nous présenter ces résultats. Et aussi, c'est tellement intéressant de voir aussi les différentes perceptions des différents groupes. Donc, vraiment une recherche fantastique. Donc, si vous avez des questions pour Dr. Bravo, vous pouvez utiliser le chat. Sinon, vous pouvez aussi lever la main et on va vous demander d'enlever votre mute. Donc, on va vous ouvrir le microphone. Mais je peux commencer peut-être avec une question de Marie Beaulieu qui demande si vous avez eu l'occasion d'être entendu par ceux et celles qui révisent la loi et si vous pouvez vous prononcer sur la posture des chercheurs et chercheurs dans ce grand débat de la société. La position des chercheurs. OK. D'abord, oui, on a beaucoup diffusé nos résultats à travers des conférences de presse qui ont été organisées par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. On a été invité par le groupe d'experts au Québec, le groupe d'experts canadien aussi. Nos résultats sont intégrés dans le rapport de l'Académie canadienne des sciences de la santé sur les directives anticipées dans le contexte de l'aide médicale à mourir. Alors, on continue parce qu'on n'a pas fini. Cet article-là, je vais l'envoyer aussi dès qu'il va sortir, mais je pense qu'ils sont bien au courant de nos résultats, beaucoup d'entrevues dans les médias aussi autour de cette problématique-là. Au niveau des chercheurs, je n'ai pas sûr de comprendre la question de Marie. Est-ce que qu'est-ce qu'en pensent les chercheurs? En tout cas, je ne sais pas, peut-être que Marie ne peut pas s'exprimer, donc il va falloir que je devine. Je dirais qu'il y a des positions différentes. D'ailleurs, au sein de ma propre équipe qui est là, il y a des gens qui étaient très opposés, qui ont pris position publiquement, qui sont vraiment étiquetés contre l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes, et d'autres qui sont connus pour avoir une position plus ouverte, qui dans certains cas vient avec des balises bien délimitées.
seraient favorables à l'extension. Et je pense que ça, c'est une caractéristique de notre équipe qui était très importante à mes yeux parce que ça fait en sorte qu'on nuance davantage, peut-être involontairement, si vous voulez. Involontairement, on pourrait être biaisé quand on s'exprime, puisqu'on a tous individuellement une position, mais en ayant une équipe qui revise les articles parce que leur nom est dessus et qui dit « Attends un peu ici, là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord », ça permet de tempérer beaucoup nos propos. Et ça, je trouve que c'est très important. Dans la communauté de chercheurs, ben, vous avez évidemment des gens qui sont favorables, des gens qui ne sont pas. Nous, on a toujours considéré que notre position n'était pas importante. Nous, on est un véhicule pour que les autres s'expriment. C'est vraiment le rôle qu'on se donne, c'est le rôle qu'on je pense qu'on devrait avoir. Et donc, quand je sors des résultats, ben, je les transmets. Voici la position des gens sur cette question. Et puis, après ça, je ne suis pas là pour défendre une position ou une autre. J'ai un peu l'impression que je perdrais ma crédibilité si je faisais ça. Donc, ce n'est pas ce que je fais. En tout cas, j'essaie de ne pas faire ça. Je ne sais pas si ça répond à la question de Marie, là, je n'étais pas sûre de bien la saisir. Oui, donc je pense qu'en dernière partie, vous avez bien répondu à la question. Elle parlait effectivement de votre rôle comme véhicule. De nous-mêmes. Dans le transport. OK. Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marie, pour avoir clarifié la question. On a une autre question ici de Sophia qui demande quelle est votre position face aux personnes sans problème médical invoquées qui vont demander l'aide médicale à mourir pour le seul motif du trouble mental? Donc, pour peut-être une autre, disons que population. Je ne travaille pas sur ce sujet-là, donc je n'ai même pas pris connaissance de la littérature. Je suis les débats, bien sûr, et je sais qu'hier, ils ont décidé de ne pas l'inclure dans la loi, ce qui a déçu certaines personnes et qui a peut-être rassuré d'autres personnes. Dans le cas de la démence, pour revenir sur un terrain qui n'est plus familier, vous savez que bien qu'on parle d'étendre l'aide médicale à mourir à la démence, il y a des gens atteints de démence qui ont obtenu l'aide médicale à mourir. Donc, il ne faut pas penser que parce que les gens sont atteints de démence qui ne satisfaisaient pas les critères. Il n'y en a pas beaucoup et à ma connaissance, il n'y en a pas au Québec parce qu'au Québec, c'était plus difficile de satisfaire les critères que ça l'était dans le reste du Canada. Donc, les cas qui ont été rapportés publiquement, du moins, sont des gens dont la mort était raisonnablement prévisible, mais qui n'étaient pas en fin de vie, donc qui n'auraient pas pu le recevoir. Mais c'est des gens qui n'avaient pas d'autres maladies, parce que ça aussi, ça fait partie du débat, où les gens peuvent avoir un cancer, par exemple, et peuvent souffrir du cancer, mais avoir aussi une maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si le cancer protège contre la maladie d'Alzheimer, mais sinon, les deux sont possibles aussi. Puis dans le cas de la santé mentale, j'aime mieux ne pas me prononcer parce que ce n'est pas un sujet que j'ai étudié suffisamment. Et je n'ai certainement pas les propos de mes répondants sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Dr. Bravo. Donc, on a une question ici de Christelle qui a la main levée, donc je vais vous donner la parole, Christelle. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, pardon, je n'arrivais pas à retirer le mute. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une remarque à faire et puis peut-être ensuite une question. Ce qui m'a beaucoup marqué dans votre présentation, c'est les vécus, la place des vécus des personnes dans leur décision de l'aide médicale à mourir. Il me semble qu'à plusieurs reprises, vous êtes revenu sur le fait qu'ils avaient vu des proches mourir dans des conditions difficiles ou vivre des situations de démence très rudes. Ça m'a beaucoup marqué. Ce matin, il y avait une dame sur RDI là, qui demandait aussi, pour qu'on élargisse de manière anticipée, elle avait un Alzheimer précoce. Elle avait vu aussi son père mourir, qui avait la même chose dans des situations difficiles. Ça m'a amené à une question parce que je réalise que leur prise de position morale, c'est la conséquence d'une certaine façon d'un vécu traumatique, finalement, quelque chose qui disent « moi, je ne vais pas le vivre ». Alors, ma question, c'est un peu la suivante. Qu'est-ce qui fait que dans la société, on en arrive à penser que c'est l'aide médicale à mourir qui est la solution? Parce que face à ce vécu traumatique, il y aurait pu avoir d'autres réponses
enfin, vous l'avez un peu sous-entendu, c'est qu'il y a eu des formes d'accompagnement qui ont été faites, qui ont peut-être été déficients. Donc, ça pourrait être aussi un retour sur la manière dont les personnes ont été accompagnées. Je pense aussi au CHSLD où il y a des manques de ressources. Enfin, il peut y avoir eu d'autres causes, puis on pourrait y répondre différemment. Alors, ma question, c'est, à votre avis, pourquoi on pense que l'aide médicale à mourir, c'est la réponse? Et puis après, j'avais une deuxième question. Moi, je suis professeure de droit, donc je lis beaucoup les décisions sur la question. Puis ce qui me marque beaucoup, c'est que, vous savez, dans le premier paragraphe sur l'arrêt Carter, les juges de la Cour suprême posent vraiment ce dilemme entre soit on a l'aide médicale à mourir, soit on est obligé de se suicider. Un peu comme si on est finalement dans un dilemme moral. Puis ce qui me marque beaucoup, c'est qu'on le retrouve chez vos répondants. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est antérieur à la Cour suprême ou est-ce que d'une certaine façon le droit a façonné, enfin je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question-là, mais est-ce que finalement la manière dont nous en droit on a structuré le débat, parce que ça a été aussi une argumentation qui a été construite par des avocats, ça a été repris dans le champ social où finalement on vit l'aide médicale à mourir comme la seule solution morale possible à la situation. Enfin, c'est un peu ça qui m'interroge. C'est comme s'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est l'aide médicale à mourir, alors que on pourrait poser des questions plus larges face à ces vécus traumatiques. Et, donc voilà, c'est un peu la question que je vous lance, sans avoir la réponse moi-même. Oui. Vous avez raison à plusieurs égards. L'influence du vécu de la personne, la façon dont elle réagit à ce dont elle a été témoin, il est clair que ça façonne leur position. Et donc, pour changer leur position, il faudrait changer ce dont ils vont être témoins ou les autres dans le futur. Donc, améliorer les soins, donner d'autres, accompagner les proches dans ces expériences-là. Et je pense que la volonté des gouvernements est là d'apporter ces changements, mais c'est extrêmement long, c'est extrêmement difficile de faire bouger un système comme le nôtre. Et je pense que dans le cas de la COVID, on a vu tous ces effets-là et on peut conclure qu'on a encore beaucoup de travail à faire avant que ces expériences négatives ou les soins inadéquats n'aient plus aucune influence sur la position des personnes. Je pense qu'on est loin d'être rendu là. C'est pour ça que j'étais un peu contente de voir ce matin qu'on avait décidé de ne pas étendre l'aide médicale à mourir, parce que si on l'étend, c'est fondé sur cette crainte de soins qu'on va recevoir plus tard. Et les gens ne veulent pas. Les gens ont une image extrêmement négative de ça, ne veulent pas vivre cette expérience-là et se disent, ben, ça ne changera pas demain matin, donc je vais avoir l'option de l'aide médicale à mourir. Et un peu le suicide, c'est la même chose. C'est les gens qui ne veulent pas vivre la maladie jusqu'au bout, qui considèrent que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour eux de continuer à vivre, même s'ils ont une belle qualité de vie, dans cet état-là. Ils n'y voient pas de valeur et donc se disent, ben, c'est aussi bien qu'on me laisse partir déjà. Surtout qu'à ça s'ajoutent les craintes qu'ils seront maltraités, donc qu'ils auront de mauvais soins, etc., qu'on ne prendra pas bien soin d'eux et qu'ils ne seront pas en mesure de s'en rendre compte ou de réagir à cette situation-là. Et cette crainte-là n'est pas totalement fausse, parce que dans le cadre d'autres études que j'ai menées, sur la qualité des soins en général, ça n'avait rien à voir avec l'aide médicale à mourir, c'était bien antérieur à ça. Le principal déterminant de la qualité des soins que recevaient les personnes en milieu d'hébergement, c'était l'atteinte cognitive. Donc, c'était les gens qui avaient une atteinte cognitive qui n'étaient pas en mesure donc de se défendre eux-mêmes ou de faire valoir leurs droits, recevaient des mauvais soins selon l'évaluation que nous avions faite. Donc, c'est quand même une crainte qui était fondée. Et enlever cette crainte-là ou faire en sorte qu'elle ne soit plus fondée, je pense que ça va prendre du temps. Mais il faut y travailler, c'est essentiel à mon avis. Merci beaucoup pour votre réponse, Dr. Bravo. Donc, puisqu'il est maintenant rendu 1h, on va arrêter les questions. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous partager votre recherche. Et oh, moi, j'ai une alarme dans le condo, une alarme de feu. Donc, c'est le moment d'arrêter. On va finir la présentation ici. Merci beaucoup pour votre présentation. Au revoir.